Nous, vous pouvez prendre l'île, on ne faut pas aller l'Afrique a sécurisé le réseau. Donc juste pour vous rappeler que le conseil municipal le 14 juin a pris une délibération pour demander à la préfecture de suspendre l'installation des compteurs Linky suite aux nombreuses critiques et inquiétudes émises par la population, afin que des études indépendantes soient faites sur ces compteurs. Par ailleurs, la Cour des comptes vient d'épingler ce jour le compteur Linky, son utilité par rapport au coût étant discutable, mais il a aussi pointé du doigt le manque de pédagogie d'Enedis qui a tendance à vouloir installer les compteurs par la force. Pour ce qui est de Tourville, le gestionnaire de l'installation des compteurs Linky sur la zone nous a assuré que ceux qui ne souhaitaient pas de compteurs chez eux ne se le verront pas installer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je laisse donc la parole à l'association Stop Linky. Bonsoir messieurs, dames. Donc nous sommes le collectif Stop Linky 7627. C'est un collectif qui fonctionne depuis à peu près 2 ans. Alors d'abord nous voudrions remercier la municipalité de nous accueillir. Nous voudrions remercier Marie-Lise Sabat de Stop Linky Calvados, donc, qui vient de Caen, avec son collègue Michel Delbecq de Québec, électrotechnicien, diplômé CRIREM, formation CRIREM. Et nous accueillerons normalement tout à l'heure maître Arnaud Durand. Donc nous le remercions aussi parce que venant de Paris avec les problèmes de transport actuels, il y a eu pas mal de petits problèmes et donc il ne peut pas être là à 18h. Bonsoir à tous, je vous remercie de votre présence importante. Je suis venue ici à l'invitation de Solange concernant l'action collective que va vous présenter Maître Durand au cabinet L'Expressia. Je voulais simplement témoigner de ce que nous avons fait dans le Calvados. Nous avons commencé il y a à peu près 1 an et demi, en octobre 2016. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1000 dans le collectif du Calvados et nous avons créé plusieurs choses pour que les gens justement puissent être solidaires, puissent s'appuyer sur leurs voisins, leurs amis, etc., ou ceux qu'ils deviennent à force de côtoyer les mêmes problèmes liés au compteur Linky. Notre association, c'est le RCEN, donc le Rassemblement Citoyen en Normandie, et nous avons adossé le collectif dessus parce que nous avons toujours eu la sombre idée qu'il faudrait qu'on en vienne au juridique. Vous savez comme moi qu'un collectif n'a aucun pouvoir juridique et qu'il doit être adossé à une association pour pouvoir se défendre en justice. Nous avons également utilisé les données qui étaient données par Stéphane Lhomme, qui est élu municipal à Saint-Marcaire, qui a également permis au cabinet Artemisia de mettre des documents à disposition gratuitement à la fois pour les élus et pour les usagers. On a utilisé également les sommations de ne pas faire, parce que ça protège à peu près à 70%, c'est pas la panacée, mais ça permet au moins de retarder la pose d'un compteur. Et surtout, on a appris à comprendre et à analyser tous les documents officiels qui ne cessent de sortir les uns après les autres. Donc on a commencé par étudier la directive européenne qui a été rappelée tout à l'heure. Ensuite, nous avons pris connaissance de la loi du 18 août 2015, qui est celle de la transition énergétique pour la croissance verte. Pour cela, nous avons dû nous appuyer sur le rapport de l'ANSES de décembre 2016, qui a conclu que dans l'état actuel du déploiement, c'est-à-dire dans un laboratoire ou dans plusieurs laboratoires, sans que ce soit mis en grappe, sans que ce soit du G3, il y ait très peu de probabilité pour qu'il y ait un problème sanitaire sérieux. D'où notre première interrogation et notre première colère. Ensuite, nous avons compris que ce déploiement des compteurs, en fait, il avait un but unique revendiqué par M. Monloubou, qui était, outre le fait de soi-disant nous faire des économies et nous faire accéder à des services, c'était surtout de capter nos données pour en faire du big data. Le big data, en fait, c'est la première pierre de ce qui va servir à élaborer un smart grid, c'est-à-dire un réseau intelligent, et toutes vos données personnelles ont une valeur inestimable. Et ça se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros, c'est pas une petite paille.
et on doit tous, d'une façon ou d'une autre, participer à ça, chose contre laquelle nous nous sommes élevés et pour laquelle nous continuons de demander des comptes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on va vous en parler après. Puis est sorti, grâce à Triartem, le rapport du CSTB, qui lui est un rapport technique, qui a permis de mettre en lumière tout ce qu'on disait au niveau technique, à savoir que le courant porteur en ligne, contrairement à ce que dit Enedis, ne s'arrête pas au compteur, mais qu'il circule bien à l'intérieur de l'ensemble de notre logement, qu'on ait un compteur Linky ou pas, c'est ce que disait Solange tout à l'heure. Ça nous a beaucoup servi à mettre en doute toute la propagande qui est utilisée sur une plaquette que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Linky tout simplement. C'est une jolie plaquette de 4 pages. On a fait dépenser beaucoup d'argent à Enedis pour qu'ils fassent de la communication. On regrette simplement qu'ils aient toujours pas compris qu'il faut dire la vérité en entier et pas simplement dire des choses incomplètes ou fausses. Un seul exemple, ils nous disent le CPL c'est pas dangereux, on l'utilise depuis 50 ans. Exact, ça s'appelle le signal pulse à 10. Ça sert à basculer en heure creuse ou en heure pleine pour les ballons d'eau chaude. Seulement, c'est 175 Hz, ce qui n'a rien à voir avec 90 600 Hz dans des câbles partout dans nos habitations qui ne sont pas blindés et qui ne peuvent supporter que 1000 Hz. D'où des risques d'échauffement, etc. et des problèmes que Michel vous expliquera mieux que moi. Ensuite, on a mis un petit peu d'espoir aussi dans le rappel à l'ordre qui était évoqué par Madame Ségolène Royal. Ça date du 21 avril 2017, en lui demandant de faire cesser ces pratiques qui contredisaient sa volonté que chacun des Français s'approprie la transition énergétique d'une manière positive et personnelle. Le directeur général de l'énergie pour la Commission européenne, le 11 août 2017, a démenti une chose très importante. Il a démenti que le Linky soit une obligation de l'Union européenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une obligation qui vient de chaque État membre qui le décide. C'est une directive européenne transcrite en droit français et à la seule initiative du pays. Ce qui veut dire qu'en France, c'est le gouvernement français qui l'a accepté, validé sous Nicolas Sarkozy, qui l'a entériné sous François Hollande et qui sera appliqué totalement sous M. Macron. Et ce n'est pas un problème européen. J'en veux pour preuve que certains pays tels que l'Allemagne ont décidé de l'utiliser uniquement pour les gros consommateurs, puisqu'une étude devait être faite au départ mentionnant qu'il ne s'appliquerait que s'il y avait un réel avantage pour les consommateurs. L'Allemagne a dit clairement non. Certains autres pays l'ont carrément refusé en totalité. D'autres pays, et sur lequel nous attirons votre attention, c'est celui qui est aux Pays-Bas. Les Pays-Bas avaient exactement la même problématique que nous, avec le même système de courant porteur en ligne, etc. Pas de refus possible, soi-disant. Et ils ont réussi par la mobilisation à faire que le programme repasse devant le Sénat. Et depuis, ils ont obtenu le respect, simplement le respect du choix du consommateur d'accepter ou de refuser le compteur. Et c'est ce vers quoi nous voulons aller, nous, au collectif Stop Linky Calvados. Nous faisons actuellement une opération de lobbying importante, malgré nos faibles moyens vis-à-vis des parlementaires. Et nous avons deux exigences. Nous ne sommes pas contre les compteurs communicants, puisque nous savons qu'en 2021, ils seront obligatoires. En revanche, nous sommes contre le compteur Linky et sa technologie au courant porteur en ligne. Ce qui nous intéresse, c'est que ça puisse repasser devant le législateur, de telle manière qu'on puisse prendre en compte le refus ou l'acceptation expresse du consommateur et qu'il puisse ou non décider d'avoir des options. Je pense en particulier au boîtier ERL qui lui fonctionnera sur un système proche du Wi-Fi en permanence dans la maison, ce qui n'est pas sans engendrer d'autres problèmes. On peut mettre ça en parallèle avec la loi Abeille qui protège les enfants de moins de 3 ans dans les crèches avec interdiction du Wi-Fi. Et ce qui veut dire que quand il sera à la maison, si un boîtier ERL est installé, il sera en Wi-Fi toute la journée. Donc où est la logique là-dedans et jusqu'où peut aller l'hypocrisie du lobbying? La deuxième demande nous concernant, c'est qu'on utilise plutôt la fibre optique ou la DSL plutôt que le courant porteur en ligne qui lui pose un certain nombre de problèmes sanitaires et techniques. La fibre optique coûte plus cher à déployer et c'est pour ça que Enedis a choisi le courant porteur en ligne. Et d'autres endroits en France n'auront peut-être jamais la fibre optique. Je pense en particulier au secteur de montagne ou autre. Mais il y a d'autres technologies qui sont possibles plutôt que le courant porteur en ligne.
Donc ça, c'est aussi une de nos exigences. Dans le cadre de notre association, qui a pour ADN l'éducation populaire, donc on a voulu, dans le Calvados, alerter un maximum de monde, et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir à peu près 1000 personnes adhérentes gratuitement du collectif, avec plusieurs bénévoles qui sont associés à moi, dont Michel, pour co-animer les réunions. On présente donc une information à la fois à la destination des usagers, mais également des élus. Donc on a fait à peu près, depuis 1 an et demi, plus de 40 réunions. Et on est capable aussi d'intervenir devant des commissions élargies en conseil municipal, c'est-à-dire sans le public, ou rencontrer un maire qui le souhaite tout seul pour qu'il puisse prendre sa décision, en avertir ses conseillers et faire venir Enedis après pour avoir une contre-réunion. On l'a déjà fait. On a déjà assisté à des conseils municipaux où les maires ont refusé de prendre une délibération, certains par manque de courage politique, arguant du fait qu'ils n'avaient pas à servir d'exemple devant un tribunal administratif, d'autres se contentant à minima de prendre un vœu qui n'a absolument pas vocation à être respecté, et certains autres allant jusqu'au bout dans leur délibération. Je pense en particulier à un tout petit village qui s'appelle Formigny-la-Bataille, qui est dans le Bessin, qui s'est vu retoquer sa délibération par la préfecture sur demande d'Enedis, qui en a refait une autre une fois que la commune s'est associée avec d'autres, dans le cadre d'une commune nouvelle, et qui est de nouveau attaquée par la préfecture, qui a donc pris un avocat, qui est attaqué en déféré, donc c'est une procédure très particulière. Toutes les délibérations, il faut savoir qu'elles sont attaquées en référé, donc c'est un jugement provisoire, mais ce n'est pas un jugement sur le fond. Aucune des délibérations n'a été attaquée sur le fond jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est très important. Si vous entendez un maire qui dit « moi, je peux rien faire », ce qui n'est pas le cas ici, je ne parle pas de votre commune, mais en fait, il y en a certains qui peuvent le faire, il n'y a aucun souci, il faut juste le vouloir aussi. Après, je sais qu'ils ont des pressions, je me rends bien compte que ce n'est pas facile pour eux non plus, parce qu'Enedis, c'est une entreprise qui est puissante et qui a des moyens importants. Je voudrais également parler justement de l'exemple du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui n'est pas très loin de chez vous, qui lui, très courageusement, est passé à l'action. Donc j'ai étudié un petit peu ce qu'il avait dit, à savoir qu'il avait pris 2 arrêtés municipaux. Le premier, le 23 juin 2017, disant à Enedis qu'il avait interdiction de déposer des compteurs et de les remplacer par des compteurs Linky, ce qui n'a absolument pas arrêté Enedis dans son chemin. Donc la deuxième chose, il a pris un 2e arrêté le 12 septembre et il a déclaré qu'Enedis était dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que le premier arrêt municipal n'a pas été cassé par un jugement. Et donc il est en train de recueillir des témoignages avec ses habitants. Également, certains subissent des propos quelquefois injurieux, voire pour certains du harcèlement. Donc il est en train de remonter toutes ces informations-là pour aller jusqu'au tribunal administratif. Donc il faut se battre, c'est un combat qui est long, mais qui mérite d'être mené jusqu'à son terme. On avait également essayé de faire une association nationale. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'elle ait 5 ans d'existence pour pouvoir rester en justice, et ça, c'était pas possible. Donc du coup, on a rejoint l'action de Maître Durand sur le cabinet L'Expressia. Et en attendant de rejoindre cette action, puisqu'elle concerne 1000 personnes, et Maître Durand va vous en parler tout à l'heure, au niveau de notre département, donc on a mis en place plusieurs choses. On vous a laissé, pour ceux qui souhaitaient, inscrire vos coordonnées et surtout l'adresse mail pour faire partie du collectif, ce qui vous permet d'être inscrit sur un répertoire sous format Excel, et qui vous permet de l'avoir par mail chez vous, et surtout ça vous laisse les coordonnées des gens qui habitent à côté de chez vous, ou des gens qui peuvent éventuellement servir de relais pour ceux qui n'ont pas Internet, pour que vous puissiez être plusieurs à vous défendre quand il y a une pause forcée d'un compteur. Alors comme disait madame, ce n'est pas systématiquement un gros souci entre les poseurs et entre les usagers, mais ça arrive quand même fréquemment, à tel point qu'il y a eu des fiches de consignes qui ont été émises par Enedis pour faire de la pause forcée, en violation totale de la notion de propriété privée, avec des consignes très claires de casser les cadenas, de ne pas tenir compte des affiches, sauf si c'est un panneau officiel, de demander la clé d'un vigicode pour pouvoir rentrer, même si l'usager a donné son refus, etc.
Donc on a fait aussi l'envoi des sommations chez un huissier en région parisienne. Donc on a recueilli à peu près 250 sommations qui ne sont pas la panacée, mais ça permet au moins d'avoir une trace selon laquelle votre refus est dûment enregistré. Votre courrier recommandé, si vous l'envoyez à la fois au maire et à Enedis, vous n'avez aucune certitude qu'il soit arrivé. Il y avait tellement de refus pendant un moment qu'on sait qu'il n'allait plus chercher les recommandés. Et c'est pour ça que la sommation avait été mise en place. Après, ça ne vaut pas un refus, ça vous permet simplement de signifier votre refus d'une manière certaine. C'est remis en main propre et c'est une preuve indubitable. C'est pas pour autant que vous n'aurez pas votre compteur qui sera remplacé. C'est toujours les mêmes câblages. Ils peuvent supporter que 1000 Hz en fréquence. Vous savez, moi, le problème du Linky, il n'y en a pas pour longtemps à le résoudre. En réalité, si vous voulez, aurait fallu faire évoluer les câblages à partir d'RT 2012, c'est-à-dire que ce câble, j'en ai acheté 1 mètre personnellement, eh bien, en réalité, il faudrait déjà, au lieu que celui-là, donc, ne peut supporter que 1000 Hz en fréquence, alors que le compteur Linky balance le G3 90 600 Hz, donc il suffisait de fabriquer des nouveaux câblages qui supportent une fréquence de 100 000 Hz, et puis blindé. Alors là, je vous ai apporté un câblage blindé, vous voyez, le feuillard que vous voyez ici, ça enveloppe le câblage, et ça va emprisonner la pollution électrique. Parce que dans la pollution électromagnétique, il y a 2 pollutions. Donc, ça va emprisonner donc la pollution électrique, et ici, vous avez un drain. Je ne sais pas si tout le monde ne le voit pas, mais ici, vous avez un drain métallique, voilà, que vous reliez à la Terre. Et là, la pollution électrique part à la Terre, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai torsadé ici la phase et le neutre. Donc, quand vous achetez du câblage blindé, c'est normalisé, il faut 15 torsades par mètre de fil. Et quand on torsade le fil, on diminue la pollution magnétique, qui est plus dangereuse encore pour le corps que la pollution électrique. D'accord? Voilà, donc, ok pour ça? Il faut exiger qu'il nous change. Parce qu'on a pris la technologie, on vous dit maintenant le CPL c'est pas dangereux parce que ça date des années 50, mais le signal pulsati c'est 175 Hz, c'est un signal analogique. Tandis que le Linky c'est un signal numérique de 90 600 qu'on met sur la porteuse. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, je vais rapidement vous détailler la prestation du compteur. Très rapidement. On va aller à l'extérieur. Voilà. Alors, là, je vais vous faire une petite expérience de ça. Voilà. En réalité, ici, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au monsieur qui a parlé, nos ordinateurs, tout l'appareil électronique de la maison, la domotique, hein, que ce soit la domotique, par exemple les volets électriques. Donc c'est vrai que toute cette domotique dans la maison ou dans l'entreprise, tous ces équipements électroniques, même les équipements électroniques des hôpitaux, ils ont été conçus. J'ai plus mon câble. En réalité, vous voyez, ça a été conçu en 220-240 volts et une seule fréquence 50 Hz. Après, panne, dysfonctionnement qui correspond à 26% par rapport à que choisir. Pourquoi 26%? Parce que quand Enedis monte les concentrateurs, on enlève les filtres bouchons, ça s'appelle. D'accord? Les filtres bouchons, c'est quoi? C'est des montages condensateurs qui filtrent le courant. Parce qu'avant, hein, et donc, l'électricité propre, c'est l'électricité de nos parents. Vous voyez, ça, c'est la porteuse 50 Hz. Les Anglais connaissent ça depuis 10 ans. Que nous, timidement, on commence à en parler. Donc, ça veut dire, en anglais, en français, ça veut dire électricité propre. Ça, c'était l'électricité de nos parents. D'accord?
Ensuite, nous, on est là. Et dire qu'électricité, ça veut dire électricité sale. Alors, ça veut dire quoi? La dame, tout à l'heure, elle a parlé des harmoniques et des interharmoniques. Donc, quand vous allumez votre télévision, quand vous allumez votre ordinateur, eh bien, tous les appareils électroniques produisent des harmoniques et des interharmoniques. Donc, ça vient salir l'électricité. Vous voyez? Ça, tout l'assuré, vous voyez, c'est marqué tension sale de haute fréquence. Donc, la porteuse, elle est salie en électricité, et ici, on l'a pris. Ces harmoniques, on l'a pris, ce qui est en rouge, eh bien, c'est les interharmoniques et les harmoniques produites par l'électronique. Et forcément, demain, avec le Linky, eh ben, on en rajoute encore. Et je vais vous faire la démonstration. Là, donc, on va faire une démonstration. Dans cette rallonge, j'ai bien 220 volts. Donc elle est branchée, hein? Elle est branchée. Est-ce que tout le monde voit? Mon câblage, il n'est pas blindé, donc j'ai un rayonnement. Donc quand je fais des bilans, par exemple la lampe de chevet devant votre lit, eh bien, même si la lampe est éteinte, eh bien, le tournevis il sonne, parce que la prise, elle est branchée à l'envers. Donc c'est ça le rayonnement électrique. Donc il détecte à quelle distance, là? 20 cm? Oui, à peu près. 10 cm. Donc une simple rallonge émet un rayonnement. C'est pour ça, quand je fais des expertises, je retrouve des rallonges sous les lits. Il ne faut jamais mettre une rallonge sous un lit, au niveau de la tête surtout. D'accord? Tout le monde voit ça? Donc ça, c'est le rayonnement électrique. Ensuite, cet appareil, j'ai été obligé de l'acheter en Angleterre, parce que les Français, on n'a pas de normes, on n'a pas d'appareil, et on cache tout. D'accord? Donc là, vous voyez ce que je vous ai parlé de tension sale de haute fréquence, là, eh ben, on va le mesurer ensemble. Voilà, madame, qu'est-ce que vous lisez? C'est en millivolts. Hein. Je vois 1543 au-dessus. C'est ça? 1540 000. Oui, mais ça varie, c'est normal. Oui, c'est ça, d'accord. Madame, regardez. Ça, c'est mon appareil, il mesure l'électricité sale. D'accord? Donc de ce qui passe dans le réseau. Alors, de l'électricité sale, si vous voulez, produite par l'ordinateur, par ça. Alors, bien sûr, quand vous allez avoir le Linky, eh bien, le chiffre va augmenter. Et avec mon appareil, je vois les trames passer. Hein, je vois les trames du Linky passer. Parce que c'est des trames de 140 millisecondes, et c'est entre 4 et 10 trames par minute. Hein, c'est pas parce que Enedis, il vous a dit, voilà, mais non, il n'y a rien dans les câblages. Mais ça, c'est un mensonge de plus. Mais non, ça dure moins d'une minute. C'est entre minuit et 6 heures du matin, c'est la télé-relève. Ça, c'est vrai. Par contre, les compteurs, quand ils sont montés en grade, un concentrateur peut piloter jusqu'à 1000 compteurs. Et donc, eh bien, les compteurs, ils dialoguent entre eux. Ça s'appelle du CPL bidirectionnel. C'est-à-dire, moi, je suis le premier compteur, je vous pose une question, madame. Est-ce que tout va bien? Vous n'avez pas de court-circuit? Vous m'en répondez non. Hein? Ou oui, par exemple. Eh bien, c'est un langage. Donc, les compteurs, ils communiquent pratiquement constamment et ensemble. Et là, je vais vous montrer. Ouais, alors, je sais pas ce que tu veux. Alors ça, le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est que quand on a un contrat avec un ancien compteur en 6 kWh, dans 37% des cas, eh bien, on est obligé, ça c'est dans le rapport de l'ANSES, hein, eh bien, on est obligé de passer aux 9 kVA, parce que 1 kWh est égal à 1,39 kVA. Hein, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Et je vais vous montrer, voilà, le fameux support que normalement on ne doit pas poser les compteurs sur des planches en bois pour des raisons d'économie qu'ils ne font pas. Et ERDF l'a interdit depuis le 1er avril 2011. Il devrait monter ce support. Ça, c'est la pollution électromagnétique qui est la première pollution mondiale. C'est pas votre voiture. Elle aggrave plus d'une centaine de maladies. Et ça, je pourrais en parler longuement. J'avais fait...
Oui, juste ça, si vous voulez, bon, c'est vrai que j'ai un temps limité parce que monsieur Durand, il faut qu'il intervienne. C'est vrai que si vous refusez le compteur Linky, le CPL du compteur Linky du voisin et le concentrateur ira quand même dans vos câblages. Forcément, bien sûr. Moindre, mais ça existe. Est-ce qu'il existe des dispositifs pour neutraliser l'extérieur, pour neutraliser ces nuisances? Je vais juste vous montrer ce qui vous empêche de dormir. Attendez, pardon, parce que voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, juste ça. Ok, pour ça, pour la mesure de l'électricité sale. Alors là maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est plus cher. Là, c'est une lampe halogène. Si vous la laissez allumer 1 heure, votre ancien compteur va vous facturer 1 heure en kilowattheure, d'accord? Cette lampe basse consommation qui sera interdite en 2020, hein, eh bien, en réalité, vous voyez ici, c'est ce qui va. Si je la laisse pendant 1 heure, en électronique, le compteur Linky, pourquoi c'est plus cher? C'est 39% plus cher. Hein, parce qu'en réalité, si vous voulez, si cette lampe, je l'allume pendant 1 heure, eh bien, ce qui vous éclaire, c'est le néon. Eh bien, ce qu'il va dépenser pendant 1 heure, ça s'appelle la puissance active. Ensuite, dans le culot, vous avez de l'électronique. Donc, l'électronique consomme du courant. Ça s'appelle la puissance réactive. Donc, le compteur Linky, lui, eh bien, il sait ajouter la puissance active plus la puissance réactive égale la puissance apparente en kilovoltampères. Donc, 1 kWh, un ancien compteur est égal à 1,39 kVA. Juste un petit exemple de ce que vous expliquez, Michel. La facture d'électricité de mon ami qui n'a absolument rien changé à son installation électrique, qui s'est vu poser un compteur Linky de force, un petit appartement de 50 mètres carrés. Il payait donc tous les mois jusqu'au 7 décembre 2017 19,30 € par mois. Et désormais, avec le compteur Linky, ce sera 34,43 €. Ce qui fait donc une augmentation assez importante. Sachant qu'avec ce qui est sorti également aujourd'hui, Maître Durand pourra peut-être nous en parler également, il est bien prévu qu'Enedis nous fasse donc la gratuité sur le compteur Linky, sachant que c'est une avance. Que cette avance, ils l'ont calculée sur un taux proche de 5%, si je ne m'abuse, et qu'en fait, ils ont emprunté en interne dans le groupe une partie des 5 à 6 milliards à un taux de moins de 1%. Ce qui fait dire à la Cour des comptes qu'Enedis va se faire une plus-value de plus de 530 millions d'euros, rien que pour eux. Donc il l'invite à réduire un petit peu ses prétentions à ce niveau-là. Et surtout, il est bien acté que la hausse de la TURP, donc c'est la taxe pour le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, va continuer à augmenter jusqu'en 2020-2021, de telle manière qu'on est tous individuellement payé aux alentours de 130 €, l'équivalent du coût du compteur Linky. Voilà. Attendez, je continue. Ouais, puis après. Alors voilà, en réalité, ce qui nous ont caché, si vous voulez, le CPL qui circule dans nos câblages 24 heures sur 24, les trames, c'est ça. Une trame égale 140 millisecondes, et après, ça vient du rapport CSTB. Je vous ai mis milieu rural de 4 à 6 trames par minute, donc c'est ça par minute, 4 à 6, selon la taille de la grappe, et milieu urbain de 7 à 10 trames par minute. Donc vous calculez sur 24 heures, ce que ça fait comme trame. Et donc voilà, alors je vais vous montrer maintenant ce qui empêche les gens qui sont très sensibles aux ondes, pourquoi que les gens dorment mal. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est le dialogue du CPL toute la nuit, ça. Et regardez ici, tiens Marie-Lise, s'il te plaît, on va se servir, tiens, tu peux tenir le câblage de ce côté-là? Vas-y, tu le mets, le câblage, tu le mets ici. Voilà. Alors, en réalité, ça, c'est ce qui circule dans le câblage. Et ça, c'est votre lit. Donc, les chambres, ils sont faites toutes pareilles. C'est-à-dire que vous avez une lampe de chevet ici, une lampe de chevet là. Et là, le lit est ici. C'est-à-dire que
Votre tête, Elle est là. elle est donc dans le rayonnement électromagnétique, comme les câblages ne sont pas blindés. Donc en réalité, qu'est-ce que votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Votre cerveau envoie des petites impulsions électriques en courant continu. Et ça rentre en résonance avec les organes vivants du corps. Et donc, c'est cette pollution, comme les câblages ne sont pas blindés, qui vient perturber. Donc c'est pour ça que moi, c'est des problèmes d'insomnie, c'est des problèmes de vertige, etc. Donc c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Vous savez, j'ai été formé par 2 ingénieurs de la CLEREM. La CLEREM, c'est le seul centre indépendant en France sur la recherche sur les ondes électromagnétiques. Donc j'ai été formé par 2 ingénieurs, et femmes d'ailleurs. Et j'attire votre attention sur les femmes. Les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Pourquoi? Je rencontre trop souvent des femmes qui souffrent, qui ne dorment pas, parce qu'on a la 4G sur la table de nuit, etc. Et pourquoi que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux ondes? Par rapport au cycle hormonal, par rapport au système nerveux central, et le corps d'une femme a une teneur en eau supérieure à l'homme, et donc l'eau est conductrice d'électricité, et il y a aussi le problème de spasmophilie. Quand on est spasmophile, on est systématiquement électrosensible. Je rencontre ça toutes les semaines. Hier, j'étais à Saint-Lô, quelqu'un d'électrosensible. Le problème, c'est que Saint-Lô a été reconstruit, a été détruit pendant la guerre à 80% comme corps. J'étais dans un immeuble énorme qui a été reconstruit en 1957. On impose du modernisme dans des habitations qui ne sont plus dans les normes électriques. C'est ça le problème aussi. Voilà. Oui. Moi j'ai une question. Le micro. Qui est technique, mais qui concerne surtout la capture de données. J'aimerais savoir si vous pouvez nous expliquer techniquement comment on peut savoir quel outillage électrique est utilisé dans la maison. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que le compteur peut capter? Oui, sur l'impédance. Voilà. C'est sur l'impédance. Parce que là, Alors, moi, je veux bien il va répondre à votre après, question, mais il faut absolument que Maître Durand prenne la parole pour présenter son action collective, parce que sinon il n'aura absolument pas le temps et il a fait le voyage exprès pour ça. Je réponds. Voilà. Ici, regardez, madame, ici. Micro. Dans le fond, ils n'entendront pas. Dans le compteur Linky, vous avez un étage électronique qui gère le CPL, qui injecte le CPL. D'accord? Donc en réalité, ça c'est la phase. Bon, et ça c'est le neutre. Donc il y a une différence de potentiel, bien sûr, c'est le compteur qui la gère. Et là, il sait le signal qu'il envoie. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'impédance d'une lampe ou l'impédance d'un moteur électrique, d'une machine à laver, etc. Donc on peut donc clairement définir quel outillage électrique vous utilisez. Ah ben bien sûr, il le sait. Bien sûr que lui, si vous voulez, il sait le signal qu'il envoie, il sait ce qu'il reçoit. Donc il dit voilà, c'est une résistance, c'est une inductance, ça dépend si c'est une résistance ou un moteur de machine à laver, etc., etc. Tout à fait. Voilà. Je vais laisser la parole à... Parce que la technique, je peux vous faire deux heures, sans problème. Mais bon... Bonsoir Michel, merci pour cette organisation. Merci à Solange du collectif d'avoir organisé, mais aussi à tous les autres membres du collectif d'avoir prévu cette soirée. Je vous prie d'excuser mon retard, qui n'est pas dû au Linky, mais aux intempéries, en région parisienne notamment. Et donc ça a fait prendre un petit peu de retard au train. Voilà. Cependant, il reste encore un petit peu de temps pour que je puisse intervenir. On me demande de vous parler de l'action collective en justice. Je vais quand même juste replacer dans un contexte. Je pense avoir une petite idée de ce que vous avez dit, puisqu'on a déjà fait avec Marie-Lise 2 réunions différentes maintenant. C'est vrai qu'il y a des éléments qui évoluent dans cette affaire. Vous avez un élément qui est essentiel et qu'il faut bien comprendre de façon globale, c'est qu'il y a des personnes qui ont décidé, des groupes qui ont décidé de changer ce qu'est l'électricité sans votre consentement. L'électricité aujourd'hui, c'était le moyen de vous faire parvenir une énergie, quelle que soit la source d'ailleurs, et on peut en faire avec le Linky une chose, lui donner un outil en plus qui sera la captation d'informations, le dialogue dont vous a parlé Michel, les échanges bidirectionnels d'informations.
Ça explique pourquoi c'est le CPL qui est privilégié, en dépit de ses aspects polluants en termes de champ électromagnétique. C'est qu'on ne peut plus choisir. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, une fois que tout est installé, vous branchez l'appareil, il y a un protocole qui s'appelle Linky Ready, donc c'est pas des tests farfelus qui sortent de la forêt, c'est des protocoles qui sont mis en place pour permettre à des appareils de communiquer. Et nous, les clients qui nous ont saisis, il y a un certain nombre de personnes qui refusent ce système un petit peu technocratique, je dirais même corporatique, il porte mieux le micro à fil. C'est pas une soustraction d'informations, mais qui vise à obtenir votre consentement par divers procédés, notamment par des évolutions de la réglementation à venir, avec un système qui aurait été mis en place à un moment où on vous dit il n'y a pas de problème pour le Linky, on peut... à un moment où on dit il n'y a pas de problème pour le Linky, parce que la réglementation vous protège. Et donc ce qu'aujourd'hui les clients qui nous ont saisis en tout cas contestent, c'est d'installer le matériel qui va permettre cela. C'est l'adversaire lui-même qui vous le dit, ce compteur il est reprogrammable à distance. Et donc il est aujourd'hui conçu avec des technologies de captation qui sont effectivement assez développées, qui peuvent aller assez loin dans l'investigation de l'information. Peut-être que Michel pourra nous donner le taux d'échantillonnage de la puce qui est dans le compteur, c'est-à-dire ce qui permet de déterminer combien de fois par seconde on va prélever le niveau de consommation d'électricité. Je ne parle pas du problème des 10 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Ça, c'est une synthèse que fait le compteur. Mais pour en arriver là, il fait d'abord un prélèvement plusieurs milliers de fois par seconde. Et en fonction de ce prélèvement, comme par exemple on pourrait enregistrer de la musique, en fonction de ça, il va pouvoir déterminer une sorte de signature électromagnétique de certains appareils, de certains fonctionnements, et également évidemment communiquer avec eux. Donc ces éléments-là qui sont fondamentaux, qui visent à changer la nature de l'électricité, avec un autre aspect qui est de la rendre dépendante du temps. Comme on l'a fait pour le train, on a proposé des billets de train qui seraient beaucoup moins chers si on disait on va faire fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Et donc demain il y aura, si Linky arrive à terme, 2 catégories de population, ceux qui ont l'électricité autant qu'ils veulent, quelle que soit l'heure, et ceux qui doivent se serrer la ceinture parce qu'à telle heure il faut couper son chauffage ou son chauffe-eau pour libérer entre guillemets de la bande passante, pour libérer la charge du réseau. Il y a pourtant d'autres solutions qui seraient possibles, comme notamment tout simplement augmenter la section des câbles. L'objectif est donc de vous faire consommer moins d'électricité quand tout le monde en veut, mais aussi, et on le voit déjà contrairement à ce que disait l'adversaire, qui consistait à prétendre que l'objectif était de faire des économies d'énergie. On voit déjà des offres week-end où on vous incite à consommer plus. Donc il y a un double discours, puisque si c'est moins cher et qu'on vous fait ces offres-là, c'est le but, c'est de consommer plus. Pardon, vous incitez à consommer moins, soi-disant, dans le discours. Et donc peut-être que ça va se traduire par des offres. L'été, il faut allumer davantage des climatisations, il faut allumer davantage tout un tas d'appareils pour là, du coup, faire tourner le réseau. Bon. Ce qui est certain, c'est que juridiquement, il y a un nombre important de délits qui sont allégués dans cette affaire. Et ce qui est également certain, c'est qu'on a vu beaucoup d'entre vous tenter des démarches amiables. Et vous avez bien raison. Les personnes qui contestent Linky sont des personnes légalistes, qui respectent le droit et qui ont bien pris connaissance du fait, malgré les dires adverses, qu'ils avaient un certain nombre de droits qui aujourd'hui sont ancrés, tantôt dans la Constitution, tantôt dans la Charte de l'environnement, ce qui revient juridiquement au même, tantôt dans la loi, et que ces droits peuvent être allégués à l'encontre d'un adversaire, même s'il est, puisque c'est le discours qui est souvent sorti en face, mais moi je suis chargé, Enedis, d'un service public de distribution d'électricité, ne m'arrêtez pas là, j'ai un projet, etc. etc. Donc, il y a des droits fondamentaux, par exemple le droit de propriété, le droit de respect du domicile, il y a le droit à la santé, le droit au respect de la vie privée, et de façon plus générale et pour tout le monde, la liberté de choix du consommateur. Nous, c'est sur ces terrains-là qu'on a lancé une action en justice. Je dis, vous voyez que là j'ai une notion de sélection, c'est-à-dire que dans cette affaire on a un élément assez intéressant par rapport aux autres affaires dans lesquelles j'interviens habituellement dans les contentieux techniques, c'est que ce n'est pas nous qui faisons beaucoup de suggestions aux clients, ce sont les clients qui nous font énormément de suggestions sur le terrain juridique. Donc c'est extrêmement riche, on reçoit presque tous les jours des propositions d'attaque. Et alors nous, pour le coup, dans le cadre de cette action, on filtre, c'est-à-dire qu'on va proposer d'aller voir un juge en référé sur des critères, il y a une procédure précise, il y a des critères qui sont établis par la loi et par la jurisprudence, et donc on va filtrer tous les fondements qui sont invoqués par les différents demandeurs,
pour n'en sélectionner ceux qui sont, à notre sens, les plus utiles devant le juge en vue d'obtenir gain de cause. La démarche par rapport à vos procédures amiables, c'est-à-dire celles où vous tentez de le convaincre avec des lettres recommandées avec accusé de réception ou des significations par huissier, tout ça, ce sont des procédés amiables qui n'ont pas de possibilité de déboucher sur une force contraignante. Nous, la démarche, elle consiste à convaincre le juge qu'il faut qu'il contraigne l'adversaire à respecter vos droits, et notamment à respecter la liberté de choix. Mais après, il y a toute une déclinaison, c'est-à-dire que dans les personnes qu'on défend, il y a par exemple des gens qui sont électro-hypersensibles. Alors, l'électro-hypersensibilité, c'est une pathologie qui fait l'objet de discussions. Elle est reconnue par l'OMS, mais les fondements sont discutés. Nous, ce qu'on invoque auprès du juge, c'est qu'à partir du moment où il y a un grand nombre de personnes, de manière très factuelle, qui ont dit « mais moi, depuis que j'ai le Linky, quand je suis dans les zones où il y a le Linky, je ne me sens pas bien, j'ai tel et tel symptôme », c'est de partir de ces faits-là et de repartir à partir des fondements de l'ANSES. Il y a un avis qui est très important qui avait été publié par l'ex-ANSES, Agence de santé des Français, mais quand elle était l'AFSET, avant sa fusion. Et cet extrait-là, j'ai pris un peu l'habitude de le citer parce qu'il est important quand même. C'était avant que Linky arrive, il était juste en phase d'expérimentation et je ne sais pas, il y a peut-être eu un loupé, mais en tout cas, dans la coordination des informations et des champs d'investigation. On avait une expertise très importante, ça fait plus de 500 pages sur les radiofréquences, et on nous dit que dans la bande de fréquence du Linky, en l'occurrence 9 kHz à 400 MHz, l'agence officielle nous disait qu'en raison de l'accroissement de l'exposition au rayonnement dans cette bande de fréquence, il est important d'entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour des expositions chroniques de faible puissance, afin de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites. Et donc c'est exactement ça le Linky. L'adversaire prétend que c'est de la faible puissance. Pour moi ça reste à démontrer parce qu'il y a des configurations techniques où ça peut être plus élevé à mon sens, mais on est en train de travailler ça avec les experts. C'est chronique, alors ça c'est pas l'adversaire qui le dit parce qu'effectivement il y a eu une part de dol, de mensonge. On n'a pas très bien compris ce que voulait dire l'adversaire, mais ce serait 1 minute par jour. Donc je crois que vous avez vu tout à l'heure les trames du CSTB, donc le comité scientifique et technique du bâtiment, qui est certifié COFRAC, donc qui vaut contre les déclarations d'Enedis. Mais j'aimerais soulever un point plus simple presque par rapport aux différents relevés qu'on peut faire. C'est simplement que l'adversaire, il a commandé au Père Noël 36 lignes téléphoniques. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez développé ce point tout à l'heure, il y a 36 nouvelles fréquences avec le Linky G3. Et si on veut communiquer très peu, juste un relevé de consommation une fois par jour, on n'a pas besoin de 36 lignes téléphoniques, on n'a pas besoin de 36 fréquences, on a besoin d'une seule. C'était d'ailleurs le projet du Linky G1 au départ, il y en avait 2 fréquences. Donc à partir du moment où on a fait énormément d'efforts, votre adversaire a fait énormément d'efforts pour obtenir des ingénieurs qui vont mettre en place un système avec 36 fréquences, c'est que c'est conçu pour dialoguer en permanence. Ce qu'on voit aujourd'hui avec le CSTB, c'est un échantillon de ce qui va se passer par la suite. Parce que Linky, c'est la maison connectée, c'est la mise en place de tout un système qui va permettre un dialogue permanent entre différents appareils sur différents niveaux de réseau jusqu'à Internet. Et ces éléments-là, à notre sens, devant le juge, c'est tout à fait probant pour respecter, je reviens du coup sur le fondement de l'action, qui est la liberté de choix du consommateur. Il y a des risques sur la santé qui sont évoqués par l'agence officielle elle-même, qui dans son nouveau rapport, c'est vrai, sur le Linky, elle dit que le risque à court ou à long terme est peu vraisemblable. Mais on est dans une affaire où on ne peut pas se contenter de vraisemblance. Les gens qu'on défend ont besoin de preuves de l'innocuité. Parce qu'on a cet avis antérieur de 2009 qui nous dit qu'il y a un vrai problème. Je poursuis la lecture de l'avis, l'agence disait quand même, on note quand même quelques publications, donc des études scientifiques revues par les pairs, mentionnant des effets sur des systèmes cellulaires en division, qui mériteraient d'être poursuivis. Donc, moi je ne suis pas médecin, est-ce qu'on commence à parler de cancérogénèse ou pas? Je sais que quand on parle de cellules en division, on commence et d'effets évidemment néfastes sur ces procédés, on commence à s'en rapprocher. Toujours est-il que cet avis-là, il devrait vous permettre devant le juge de vous opposer à l'installation, à la pose forcée de ce compteur. Il y a quand même un aspect qui est important, enfin vous l'avez suffisamment développé, c'est qu'on ne demande pas au juge uniquement le retrait du compteur. On demande également la délivrance d'un courant propre. Je crois que ça vous a bien été exposé tout à l'heure, ce qu'est un courant propre. En droit, l'électricité elle est considérée comme un produit.
Enedis a fait le choix d'utiliser un procédé qui est polluant, qui génère donc une électricité sale. Nous, on demande juste au juge, c'est ce qu'on peut faire dans le cadre de l'article 809 du Code de procédure civile, ce sont des demandes de mesures conservatoires ou des mesures de remise en état. C'est-à-dire qu'on demande au juge de contraindre Enedis à remettre ce produit, en quelque sorte, électricité, dans son état antérieur, c'est-à-dire dans l'état d'une électricité propre. Ça signifie pour les gens qui ne l'ont pas encore que ce sont simples mesures conservatoires, on ne touche pas. Voilà. Et alors du coup, si Enedis nous dit oui, mais moi dans tel bâtiment, j'ai un client qui veut absolument Linky, mais très bien, sens parce qu'on est une équipe de 3 avocats, je n'ai pas présenté peut-être. Il y a Christophe Leglac du barreau de Paris qui n'a pas pu venir ce soir et Catherine Slepper également du barreau de Paris. Ceci dit, l'équipe est en train de s'étendre parce que le contentieux est important en France et on a fait le choix de saisir différents tribunaux de cette question, notamment pour qu'au moins une partie des personnes, alors au tarif qu'on propose on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais pour qu'une partie des personnes soit jugée par un tribunal local. Donc ces aspects, sur les personnes qui l'ont déjà, je reviens sur ce que je disais, c'était la remise en état, donc pour le moins la désactivation du compteur, c'est-à-dire qu'on reste mesuré dans les dispositions qu'on demande au juge, dans le but d'avoir des chances de succès maximales, et évidemment la meilleure demande qu'on fait, si le juge dit oui à toutes nos prétentions, à toutes les prétentions de nos clients, c'est la désinstallation du compteur et la remise d'un ancien compteur classique non communiquant par CPL. Afin d'éviter aussi le côté, il y a toujours un peu une appréhension, comme c'est un système qui est contrôlé par votre adversaire à distance, il y a toujours un aspect un petit peu, je ne voudrais pas qu'ils réussissent à la réactiver à mon insu. On a vu qu'ils nous disent mais vous inquiétez pas, il faut valider votre consentement en ligne, etc. On a vu que juste à l'étape de la pause, le consentement c'était quelque chose qui ne leur importait pas du tout. Il y a la fiche numéro 3 ou 4 qui circule beaucoup, je crois, qui avait été divulguée par un poseur et que M. Lassu, responsable du programme Linky, a reconnu à la télévision pour le coup comme étant effectivement bien des services d'Enedis. Alors au début, on est attaché, dans la plupart des réunions qu'on fait, on les invite, ils ne viennent pas souvent, mais pour faire la réponse contradictoire, effectivement, ils ont dit que c'était plus d'actualité, sauf que ce qu'on observe, c'est que les pauses forcées, ou les stratagèmes, les ruses, les intimidations, les relances incessantes avec 8 appels par jour continuent. Donc je pense qu'il y a un problème de définition de ce qu'est le consentement, et qu'il faut pouvoir s'en remettre à une juridiction indépendante. Je ne vais peut-être pas plus développer spontanément, mais en fonction du programme que vous avez prévu, soit répondre aux questions, soit vous redonner le micro. Est-ce qu'on peut avoir... Merci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est peut-être plus logique si ça répond à vos interrogations et qu'on puisse voir certains aspects très concrets. Bonsoir, moi je suis habitant de Wassel et je voulais avoir votre avis sur au niveau du big data justement, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là et en quoi est-ce que vous pouvez nous apporter des informations sur le vol d'informations, puisque moi j'appelle ça comme ça, le vol d'informations nous concernant, qui est communiqué à Enedis pour qu'ils puissent s'en servir pour le vendre eux-mêmes à des sociétés commerçantes qui vont ensuite nous faire des propositions. Alors, je vous apporte en premier lieu la réponse que fait habituellement Enedis à cette question, c'est de dire que tout est basé sur votre consentement. Bon. Ce que les clients qu'on défend veulent, c'est ne pas avoir le matériel qui va permettre, en cas d'évolution de la réglementation, voire même en cas de passage en force d'un point de vue virtuel, par reprogrammation, ils ne veulent pas permettre à ce consentement d'être forcé ou d'être un peu dévoyé par différents procédés, par différentes tactiques commerciales, etc. Donc nous, on est déjà sur la contestation de façon plus basique sur un matériel capable de capter un grand nombre d'informations contre la volonté du consommateur. Alors effectivement, on va plus loin, nous, dans les lettres de refus. Je vous donnerai une adresse où vous pouvez télécharger un exemple de lettre de refus. On va plus loin parce qu'on estime qu'en premier lieu, s'agissant d'un produit pour lequel il pourrait y avoir plusieurs choix de technologie, plusieurs choix de marques différentes,
on aurait dû vous demander, avant même de savoir si vous vous opposez ou pas, on aurait dû vous demander votre consentement. C'est notre point de départ. Après, pour renforcer votre position, on invite les clients à envoyer une lettre de refus pour en plus notifier le fait qu'ils n'ont pas donné leur consentement et qu'ils le refusent, c'est pour être plus fort dans la procédure. Mais effectivement, le point de départ, c'est ça, c'est qu'à notre sens, il aurait fallu votre consentement. Je vous donne un exemple très concret. Pourquoi est-ce que le consommateur ne pourrait pas choisir différentes technologies ? Enedis a choisi le CPL. On est pourtant dans un cadre européen, avec une recommandation 1885 qui nous dit, qui fait l'éloge du principe ALARA, c'est as low as reasonably achievable, c'est-à-dire aussi faible que raisonnablement faisable. Concernant la transmission des informations, le CPL, ça ressemble beaucoup à du bricolage. Michel vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut jusqu'à 4 relais de compteurs, comme c'est une communication dans des câbles qui ne sont pas conçus pour, le signal s'affaiblit très rapidement, au bout de 300 mètres, et il faut un compteur qui prenne le relais. Donc le compteur de Madame A dialogue avec le compteur de Madame B qui demande au compteur C si le compteur D va bien. Et ça fait des va-et-vient comme ça. Il existe des technologies non polluantes qui paraissent bien plus raisonnables, qui seraient simplement de permettre au consommateur de brancher ce compteur ou un compteur communicant pour un consommateur qui voudrait devenir actif, puisque c'est l'objet de la directive qui est invoquée par Enedis. Simplement un câble Ethernet par exemple, qui du coup va bénéficier d'une connexion déjà en place en ADSL ou en fibre selon les cas, et qui va permettre d'avoir une connexion instantanée. Contraindre le consommateur sur un choix de technologie à l'intérieur de son logement, ça ne nous paraît pas licite. Question ? Le micro. On a une autre question d'abord à gauche. Oui, moi je suis M. Buisson, j'habite à Saint-Pierre-les-Épeures. Une petite parenthèse. Ce qui se passe dans votre municipalité à Tourville et l'aide qu'elle vous apporte, prenez-la bien en compte. Je pense que c'est quelque chose de formidable d'avoir déjà le soutien de sa municipalité et les délibérations votées. Alors attention, les maires comme le mien disent « Ah ben c'est pas possible, nous, parce que si je vote une délibération, la préfecture va le casser, et donc ça revient au même, je préfère rien voter. » Mais par contre, comme à Codbec, ils disent « Linky, c'est bien ». Et il y a des pages entières sur ce que Linky dit en gros, quoi. Alors, il dit quoi? Il dit il se peut que l'électricité que vous allez consommer en plus, en gros comme ça, je ne rentre pas dans les détails, ça soit à peu près pareil qu'un sèche-cheveux. C'est pas vrai. Alors, il y a toute la série de mensonges qu'il faut développer. Et moi, la question que je pose, je vais le refuser. C'est pour le début de l'année prochaine à Saint-Pierre. Ils le font simplement sur les constructions neuves en ce moment, pas encore sur les constructions anciennes. J'ai un compteur qui a une dizaine d'années, qui est très très bien, un beau compteur bleu, je ne vois pas pourquoi on aurait à me le changer. Je suis capable d'envoyer ma consommation annuelle à EDF pour qu'il me... Alors la grande question, c'est, je le refuse, bon j'ai entendu, je risque qu'on me téléphone 5 fois par jour, qu'on m'envoie des lettres pour me dire. D'abord, je crois que le PDG de l'Enedis a dit, si je me souviens bien, a donc dit on ira par la persuasion aux gens qui vont le refuser. On voit ce que ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce que je risque au niveau, comment je veux dire, d'une coupure de courant, enfin toutes les choses qui sont annoncées par Linky ou même des fois par EDF. Oui, alors la coupure de courant, ça paraît raisonnable déjà, pas du tout d'un point de vue médiatique, mais juridiquement non plus. On vous coupe le courant parce que vous refusez d'être un citoyen connecté, on saisit un juge en référé d'erreur, et je pense qu'en quelques jours, le juge dit j'ordonne la remise en route du courant, le temps d'un débat au fond pour trancher la question sur le Linky. Mais on ne prive pas les gens d'un bien que le droit dit comme étant un bien de première nécessité. On ne les prive pas parce qu'ils refusent un objet connecté. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Si effectivement ils mettaient en œuvre cette menace, je pense ceci dit qu'ils ne le feront pas parce que cette menace, je pense ceci dit qu'ils ne le feront pas parce que ça ferait trop de personnes coupées du courant et ça ferait un aspect médiatique qui serait tout à fait gênant pour eux. Oui, mais il pourrait couper de temps en
Question. On pourrait innover dans les techniques, mais on pourrait à notre tour innover dans la réponse et saisir un juge sur les coupures intermittentes de courant, effectivement. J'ai contacté un huissier de justice par rapport à Micro. cette question-là, dans la région de l'Alsace. Micro. Il a gentiment pris le temps, il était parti ailleurs, de me répondre et qui m'a dit, si vous m'appelez parce qu'on vous a coupé le courant, la seule chose que je pourrais constater, c'est que le courant est coupé. C'est tout. Micro, madame, micro. Pardon. Justice, elle va être intéressante si vous obtenez une décision de justice préalable. Et je pourrais rien faire de plus au-delà de ça. Et la personne apparemment a eu elle aussi des soucis dans ce domaine-là. Elle a contacté ERDF et m'a expliqué qu'en fait il n'y avait pas eu de suite donnée, et que son dossier et son courrier étaient tombés lettre morte, et que en dehors du fait de faire déplacer donc cette personne à peu près une centaine d'euros, 150 euros la prestation, qui voulait d'ailleurs très gentiment bien venir très très rapidement, qui pouvait juste constater qu'il n'y a pas de courant et c'est tout. Voilà. Là, ce dont vous parlez, c'est faire constater un fait par l'huissier pour que l'adversaire ne puisse pas dire mais cette dame est une menteuse. Donc là, vous avez l'huissier qui dit il n'y a plus de courant ou on a forcé un compteur Linky. Mais à ce stade-là, on n'a pas besoin de cette étape pour l'instant. C'est-à-dire que l'adversaire ne conteste pas qu'il a installé un Linky quand on a des dossiers. Même si ça se produisait, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, là, vous restez sur des procédés, soit sur un procédé amiable, ce sont les significations qui sont envoyées notamment à la défense, au siège d'Enedis pour dire je ne veux pas du Linky, mais ça a la même valeur qu'une lettre recommandée, donc c'est peut-être pas forcément utile. C'est juste que ça attire un peu plus l'attention de l'adversaire pour dire voilà, je suis sérieux, je vous ai notifié ça par huissier. Mais juridiquement, ça n'a pas de force contraignante. Si Enedis profite de votre absence et l'installe quand même, ça ne va pas le contraindre à ne pas le faire. On n'a pas trop de difficultés de preuve sur ce terrain. Déjà, les coupures de courant, il y a peu de chances que ça arrive. Je vous ai donné mon point de vue sur la possibilité de faire rétablir le courant sur la contrainte contre Enedis très rapidement. Enedis, quand il n'y a plus le courant, je ne crois pas nécessaire, sauf si l'adversaire dit ah oui, non, moi j'ai pas coupé le courant. Bon, là, dans ce cas, on va faire un constat d'huissier pour prouver qu'il est coupé. Mais si ça, il vous le contestera pas. Il dira non, non, j'ai coupé le courant parce que cette dame, elle refuse le Linky. Elle est vraiment pas citoyenne et donc moi je décide dans le cadre de mes conditions générales de vente de ne pas délivrer de courant. Mais ce qu'oublie Enedis quand elle utilise ces procédés juridiques, qui serait peut-être possible pour une société qui vous délivre un bien, vous commandez un aspirateur, la société vous dit c'est un contrat de garantie de 2 ans, mais par contre il y a tel aménagement, bon, il y a des choses qui sont possibles. Enedis est chargé d'un service public de l'électricité et est en situation de monopole sur 95% du territoire. Donc sur ces territoires-là, vous allez très vite arriver sur le terrain des clauses abusives. Parce que quand on est en situation de monopole, on ne peut pas créer ce qu'on appelle un déséquilibre significatif entre les droits des parties. Et évidemment, des conditions qui diraient je vous délivre ce bien qui est pourtant nécessaire, pour lequel j'ai le monopole, que si vous acceptez d'être une citoyenne connectée à mes services, ça paraît très bancal sur la force juridique d'un tel procédé. Vous avez parlé des conditions générales de vente, justement, parce que je sais, 80% de la population a un contrat général de vente qui date d'avant 2014 et qui est un contrat seulement pour un courant à 50 Hz et par l'introduction d'autres fréquences, comme il pourrait y avoir avec le CPL. Et c'est pour ça aussi qu'ils envoient un renouvellement ou une demande de changement de conditions générales de vente pour pouvoir introduire à l'intérieur, alors c'est un contrat général de vente qui passe de 4 pages à 12 pages, pour pouvoir introduire à l'intérieur le choix par le fournisseur d'introduction de nouvelles modalités de fréquence. Donc, bon, la première chose, c'est il ne faut pas renouveler, il ne faut pas signer ce nouveau contrat général de vente, parce que sinon on ne peut pas le contester. Et je voulais savoir quelles sont les possibilités de contestation, justement juridique, sur l'ancien contrat général de vente, dans la mesure où on pose un Linky et on met et introduit des fréquences nouvelles qui ne sont pas conclues, qui ne sont pas dans le contrat général d'origine.
Alors, sur les conditions générales de vente, il faut effectivement être prudent. Vous avez une première étape qui vise à ne pas faciliter le travail de votre adversaire. Je suis très surpris par un nombre de clients qui, par naïveté ou par méconnaissance, vont faciliter le travail de l'adversaire. Dans la plupart des cas, ces conditions, elles ne vous ont pas été notifiées. Vous avez reçu ça comme une publicité. Pour qu'elles soient valables, il faut qu'ils vous les notifient. Donc, si vous répondez en disant « mais je ne suis pas d'accord avec vos conditions générales de vente », vous venez de faire une première erreur, c'est que vous venez d'en accuser réception. Donc, laissez-les faire leur travail, vous n'allez pas faciliter leur tâche. S'ils veulent tenter la mise en place de nouvelles conditions générales de vente, ils doivent vous les notifier. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'en fonction des contestations que vous faites, ils le feront. Aujourd'hui, on n'a pas eu de retour, ou très peu de retour, sur des véritables notifications de conditions générales de vente. Donc à cette étape-là, il faut déjà arrêter là. Après, il y a un deuxième garde-fou, celui que j'ai évoqué avant, qui est le terrain juridique des clauses abusives. C'est pas parce que je vous notifie, moi, acteur monopolistique Enedis, des conditions générales de vente, et je vous dis que en plus vous devez faire 3 fois le tour de votre maison en courant tous les matins. Non, il y a des limites à ce qu'on peut poser dans des conditions générales de vente. Et à notre sens, imposer un courant porteur en ligne, donc modifier la nature de l'objet délivré, alors qu'il y a des études officielles, là c'est officiel, il y a des études qui vont beaucoup plus loin que ce que je vous ai lu, mais là c'est l'agence de santé française qui le dit, qu'il y a un problème sur ces fréquences, qui est pour le moins une question sanitaire. À notre sens, c'est pas possible, ils peuvent pas vous imposer ça. Et ça sera le type d'arguments qui seront développés devant le tribunal. Alors c'est pour ça que j'en profite du coup pour dire, vous êtes arrivé dans une situation de combat, où il faut arrêter d'essayer de convaincre votre adversaire. Ça fonctionne pas. Bernard Lassus l'a dit devant l'Assemblée nationale, donc l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le 14 décembre, il a dit « Il n'y a pas de procédure de refus ». C'est-à-dire que pour eux, vous pouvez faire quelque démarche que ce soit, ils tenteront de le poser. Soit par la pédagogie, comme on dit, soit par, on voit des stratagèmes, des ruses, des poseurs, il y a une responsabilité quand même sur leur pose, parce que faire déployer ce projet par des poseurs dont ils savent qu'ils sont rémunérés sur une partie non négligeable à la pose, ça va vraiment créer des conditions où effectivement on ne va pas respecter ce consentement. Et ça fait partie des arguments qui vont être développés devant le tribunal. Vous pouvez évidemment soit créer un groupe local et saisir un autre avocat, vous pouvez soit rejoindre l'action, donc nous c'était 48 €, c'est-à-dire que notre objectif ça a été de regrouper énormément de personnes pour pas que cette fois-ci on dise mais ce sont 2 pelés 3 tondus qui refusent le progrès technologique. Dans cette affaire il y a un refus massif des compteurs. Aujourd'hui, nous, on est à 850 inscrits, donc on va bientôt en avoir 1 millier. On va lancer l'action en justice. La fin des inscriptions, c'est le 7 avril, Journée mondiale de la santé, et l'action sera lancée le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. Alors, je ne sais pas si je vous donne l'adresse. Donc, c'est linky.mysmartcab. Ça s'écrit MY-SMART. CAB. Je vais le redire. Merci. C'est pour faire suite à l'adresse que vous venez de donner. Et la question est la suivante. Si vous faites une action en justice de groupe, une action en groupe, si les personnes qui sont adhérentes, si vous gagnez, les personnes qui sont adhérentes, bien entendu, auront tout bénéfice. Mais est-ce que c'est une action pour toute la France ou uniquement pour les personnes adhérentes? Voilà, ma question elle est là. Très bonne question. Donc nous, en tant qu'avocats, on ne peut pas intervenir sur le terrain politique. La solution politique sera la meilleure solution dans cette affaire. Aujourd'hui, le consensus politique fait que EDF et Enedis réussissent à continuer à faire leur déploiement. Donc en tant qu'avocat, on est mandaté uniquement par les personnes qui nous désignent pour les défendre. Cette décision qu'on obtiendra, si elle est positive, ne bénéficiera pas aux personnes qui ne se sont pas inscrites dans l'action. Il faudra que ces personnes saisissent à nouveau un avocat, aillent en justice et obtiennent gain de cause contre l'adversaire à nouveau. Ce qui peut aussi évoluer. On peut très bien avoir un échec à tel endroit, une victoire à tel endroit ou vice-versa. Ça va dépendre des arguments qui sont invoqués devant le juge, du dossier des participants. C'est pour ça que d'ailleurs pour les personnes qui s'inscrivent, je vous invite à être vigilants sur votre dossier. Pour l'instant, on vous demande simplement quelques renseignements de base, puisqu'on doit, en tant qu'avocat, on doit savoir qui on défend, quelle est son identité. Au mois de mars, on va ouvrir un espace client où vous allez pouvoir voir mon compte
et c'est-à-dire avoir tous les éléments des informations qui sont nécessaires pour défendre votre dossier. Par exemple, est-ce que le compteur a déjà été posé? Est-ce que vous hébergez une personne électro-hypersensible? Si oui, est-ce qu'elle a un certificat médical, etc., etc. Et tout ce qui va permettre d'envoyer les pièces justificatives. Mais ça veut donc dire que la décision qui sera prise par la justice, elle ne sera prise que pour les membres, comme vous venez de le dire. Mais il y a un porte-à-faux là, parce que si c'est pas bon pour celles qui font partie de l'association, c'est pas bon pour le reste des Français. Ça fait jurisprudence, mais alors contrairement, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment en droit français, contrairement au droit de common law comme aux États-Unis par exemple, la jurisprudence ne lie pas le juge. On ne va pas dire ah bah tiens définitivement en quelque sorte tel succès ou telle défaite en justice va lier les autres décisions. Un autre demandeur pourra revenir devant le juge et dire mais attendez, moi par exemple là cet argument il n'a pas encore été évoqué devant les juges. Dire attendez, moi c'est quand même l'agence officielle qui le dit qu'il y a des problèmes sur ces fréquences. Et là le juge peut dire ah bah, j'avais dit non à d'autres, mais là quand même c'est l'agence officielle, moi en référé ça me suffit. C'est pour ça qu'on divise le contentieux. C'est pour ça qu'on ne va pas faire un seul procès. Parce que même si les chances de succès sont extrêmement élevées, au départ on les avait estimées à 75 à 80%. On est passé à 85%, là je ne rentre pas aussi dans les détails parce que c'est la doctrine juridique. Il y a un professeur de droit qui s'appelle Olivier Cachard, qui ancien doyen de la faculté de Nancy, donc doyen honoraire de la faculté de Nancy, qui a produit des écrits théoriques sur le droit et qui dit clairement que le refus du compteur il est possible. Donc nos chances de succès ont été un peu relevées. Mais même si on a ça, un juge, pour telle ou telle raison, ou peut-être que parce que le confrère en face d'Enedis aura trouvé un argument miracle, peut dire non, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on divise le contentieux, parce que, par exemple, si on va à Valence avec tant de personnes et que là on obtient une victoire, après on peut rebondir sur tel tribunal, dire attends, et l'idée c'est de faire émerger les jurisprudences. Maintenant, j'aimerais quand même dire que sur les points de départ, sur les violations qui sont alléguées, évidemment c'est le juge qui tranche, mais en tout cas il y a de la matière. Je pense que vous avez commencé à comprendre que quand on vous dit c'est obligatoire, et donc c'est encadré par la loi, c'est pas clair. En droit, quand quelque chose est obligatoire, il y a une sanction derrière. Et les lobbyistes d'Enedis avaient prévu ça, ils avaient prévu une amende de 1 500 € au pénal. Et cette amende de 1 500 €, elle n'a pas été votée. Parce qu'on estimait que ce serait inconstitutionnel de forcer un citoyen à avoir un objet connecté sous la peine d'une amende de 1 500 €. En France, ça serait passé difficilement. Donc l'obligation, déjà au sens pénal, elle n'existe pas. Existe-t-elle au sens civil? Pour l'instant, on n'a aucun texte. Les textes qui sont invoqués par Enedis, aucun ne comporte le mot obligation et ne dit en cas de refus du Linky, on peut forcer ceci, cela. C'est pour ça que, après vous avoir dit pendant plusieurs mois que le compteur est obligatoire, ils ont changé leurs conditions générales de vente. C'est un aveu, ça, il faut savoir le traduire. Vous disiez, les textes me le permettent. Mais entre-temps, l'été 2017, en fait, non, ils permettent peut-être pas. Donc on va être tenté par les conditions générales de vente. Et c'est là qu'intervient à nouveau le terrain des clauses abusives. Est-ce que ça vaudra pour Gaspard? Non, ça ne vaudra pas pour Gaspard, parce que c'est une problématique différente. Là, l'action va être centrée sur l'aspect courant porteur en ligne, notamment pour tout ce qui est problématique santé et vie privée, alors que Gaspard va fonctionner différemment. Donc vous n'aurez pas le bénéfice de cette décision pour compteur à gaz. Gaspard, les compteurs à gaz, ils communiquent du coup pas par CPL, mais par des micro-ondes, comme le téléphone portable. C'est de la téléphonie mobile. Il est moins toxique alors. Bah non. Ça marche. Est-ce que je peux essayer de résumer ce que j'ai compris pour bien intégrer? Donc j'ai compris qu'on était dans notre bon droit, mais que malgré tout c'était à nous de nous défendre. J'ai compris que les courriers commandés qu'on a pu faire les uns et les autres, c'était de nature amiable, non contraignante et pour tout dire quasiment inutile sauf à tracer quelque chose. Et que le seul recours, c'était par le biais du référé, du juge en référé, etc. De préférence par votre intermédiaire pour avoir un effet de groupe significatif. Est-ce qu'on a des chances? Et est-ce que ça ne devrait pas passer par les communes? Nous, on est dans une commune où le maire nous a répondu qu'il ne pouvait rien faire pour nous. Il nous a fait de la pub pour Enedis, en nous disant de toute façon on n'est pas propriétaire des compteurs, on ne peut rien faire pour vous. Bon. Donc il y avait manifestement il y a des mensonges qui circulent sciemment ou pas d'ailleurs, parce que je ne suis même pas sûre qu'ils soient conscients de ça. Mais est-ce que ce que je viens de dire, ça résume
Est-ce que j'ai bien compris ce qui a été dit ce soir? C'est ce que je voulais juste comprendre. C'est très bien résumé. Et concernant les chances de succès, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a déjà des décisions. Nous, on ne fonce pas dans un mur comme ça en se disant bon, cette action elle coûte beaucoup d'argent au cabinet et on ne fait pas ça comme ça juste pour faire des actions en justice. Il y a déjà des décisions en France qui ont dit on retire un compteur communicant pour raison de santé. C'est un confrère qui s'appelle Jean-Pierre Joseph qui est au TGI de Grenoble. Il a obtenu d'abord devant le tribunal d'instance de Grenoble une ordonnance de référé pour laquelle il n'y a pas eu d'appel, qui, là pour le coup sur un compteur d'eau, ordonne le retrait de ce compteur pour une personne électro-hypersensible. Il y a également une décision au TGI de Grenoble également, qui nous dit j'ordonne le retrait d'un Linky parce que les parents d'un enfant électro-hypersensible ne souhaitent pas avoir ce compteur. Et Enedis disait mais quand même on ne sait pas si leur fils il vient vraiment les voir souvent, etc. Le juge a dit ça vous regarde pas, c'est un livret de famille qu'on produit, donc ils ont des liens familiaux. Le juge a élargi en quelque sorte le spectre de l'aspect santé. Il faut aller plus loin, c'est sûr. Il faut notamment prendre en compte l'aspect courant porteur en ligne. Il faut aussi surveiller ça parce qu'il y a un appel en cours sur cette décision. Je pense qu'il y aura différentes décisions qui seront rendues. Mais la porte n'est pas fermée. On a quand même des éléments fondamentaux en droit qui sont tout à fait défendables devant un juge en disant mais monsieur le juge, il existe en droit européen des directives qui ont des effets entre particuliers ou entre une société et un particulier. La directive qu'Enedis vous invoque n'a aucun effet de cette nature, tout simplement. Et ça, avec un juge, j'ai pas besoin de l'expliquer très, très longtemps. C'est l'absence d'effet direct horizontal. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Simplement, il y a des points qui sont très caractéristiques. Alors maintenant, on nous dit, mais c'est Enedis, etc. C'est vrai que c'est compliqué, on le voit avec les maires. Moi, j'en discutais avec un maire vendredi, il me dit, mais moi, j'ai pris un arrêté, mais je dois aller revoir lundi pour les lampadaires dans la rue, je dois aller revoir. C'est compliqué, c'est vrai. Mais quand on lance un programme comme ça à marche forcée, ça donne pas le droit à une société de violer des droits fondamentaux. L'Enedis dit oui, mais je suis le service public quand même, j'ai accès au compteur. Les services de police ont des missions bien plus importantes que celles d'Enedis d'assurer la sécurité et l'ordre public, et pour autant ils rentrent pas dans les maisons comme ça. Il y a des procédures, il y a des droits à respecter. Donc il n'y a pas une suprématie comme ça des droits pour Enedis qui leur permettrait de commettre toutes les infractions qui leur sont alléguées.